Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voilà réunis pour l'heure citoyenne, comme d'habitude. 1 heure avant le conseil municipal à 20h30, nous nous réunissons pour échanger, pour débattre, réfléchir et discuter ensemble. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un aspect particulier qu'on appelle la polarité nord-est. On va définir ce que ça veut dire ici. Et pour parler de cela, bien sûr, vous avez en ligne tous les élus qui pourront intervenir, mais nous avons invité à ma droite, ici, le vice-président Ludovic Bustos, maire de Poisa, mais surtout vice-président à la métropole Grenoble-Alpes Métropole, en charge de l'urbanisme. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous. Et ici, dans mon bureau, dans le bureau du maire, il y a aussi Mélina Ringer, la première adjointe de la ville et aussi vice-présidente à la métropole. Donc, pour rappel, l'heure citoyenne est une heure de réunion publique, de discussion. Et cette fois, pour la dernière fois, j'espère, nous sommes uniquement en visio. Bien que nous soyons 3 ici, mais pour faciliter les débats, nous avons pensé que c'était intéressant. Et j'espère que la fois prochaine, au mois d'avril, nous pourrons vous accueillir à l'hôtel de ville dans la salle du conseil municipal. Pour autant, ce n'est pas parce que nous sommes en visio que nous ne pouvons pas réagir et poser des questions, échanger. Et donc, vous pouvez le faire à travers le chat de YouTube qui est ouvert, la chaîne de la ville, ou par téléphone pour ceux qui auraient des problèmes, en appelant le 04 76 41 69 75, comme c'est écrit sur on ne doit pas dire sur cette diapositive. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je le disais en introduction, nous avons choisi de vous présenter la démarche de polarité nord-est. Et donc, je cède la parole au vice-président Bustos. Bonjour à tous, monsieur le maire, madame la première adjointe, merci en tout cas pour cette invitation et ravi de participer avec vous à cette heure citoyenne. Je voudrais, vu que j'ai la parole, vous féliciter pour d'avoir mis en place ce genre de pratique, surtout depuis le confinement et la crise sanitaire. C'est important de pouvoir rendre compte et d'être dans l'échange avec la population et d'apporter des débats. Donc un grand bravo pour cette initiative participative et citoyenne. Donc effectivement, aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur la démarche de polarité nord-est. Avant d'être sur cette polarité, je voudrais juste rappeler quelques petites choses, notamment que la métropole est compétente en termes d'aménagement depuis 2015, et donc depuis l'affirmation du fait métropolitain et depuis la loi MAPTAM, chose qu'avant, c'était les communes qui l'avaient. Et c'est devenu quelque chose d'important parce que, du coup, la métropole est en capacité maintenant d'aménager des grands projets, tout comme accompagner aussi tous les projets d'aménagement qui font le territoire de demain et qui font l'aménagement de demain. Donc, nous accompagnons que ce soit des projets de lotissement, de quartier, mais nous sommes aussi sur des plus gros projets structurants, tout comme sont donc les polarités. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la polarité nord-est. Alors, elle a été mise en avant, cette polarité nord-est, au mandat précédent de l'élaboration du PLUI, et notamment dans les grands débats qui ont eu sur les projets d'aménagement de développement durable, c'est-à-dire le PADD. En fait, les élus de l'époque ont souhaité que la métropole ne soit pas uniquement focalisée sur son centre, c'est-à-dire la ville-centre, Grenoble, qui a effectivement tous les atouts d'une locomotive, mais qu'elle puisse également se diversifier par des polarités. Donc il y a la polarité ouest qui est connue sous le nom de Porte du Vercors, qui englobe les communes de Fontaine et Sassenage. Il y a la centralité, entre guillemets, grenobloise avec le gros projet d'aménagement Grande Alpes. Il y a aussi la centralité visilloise, puisque les élus
dans le PADD et dans l'élaboration du PLUI, ont souhaité que la métropole soit polycentrique, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs relais, plusieurs pôles pour pouvoir compléter ce que faisait Grenoble. Et enfin, il y a la démarche de polarité nord-ouest qui englobe un certain nombre de communes que vous avez dans le diaporama, la Tronche, évidemment une partie de Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Giers et évidemment Mélan, ce pourquoi je suis ici. Donc voilà en gros ce que je voulais simplement vous dire en termes d'introduction. Vous dire qu'évidemment sur 5 communes, ces 5 communes représentent environ 35 000 habitants, pardon, et ce qui fait à peu près 8% de la population de la métropole, avec une part étudiante importante et une part aussi d'emplois non négligeable, pas loin de 50 000 emplois, 49 000 exactement, je regarde les chiffres, qui font à peu près 20% des emplois de la métropole. Donc c'est une polarité qui est intéressante. C'est une polarité qui a été réinvestie dans ce mandat. Et l'idée que nous avons eue, c'est de reprendre un peu tous les projets que les communes avaient déjà travaillés. La commune de Giers avait travaillé ses projets, la commune de Saint-Martin-d'Hères aussi, Grenoble avait également ses sujets, Mélan et la Tronche, et d'en faire donc un agrégat pour que cette polarité nord-est puisse réellement exister, qu'elle apporte une réelle dynamique. Ce qui est intéressant dans les sujets de polarité, c'est qu'on part sur des aménagements qui vont qui vont dépasser clairement le mandat, qui s'inscrivent sur des dizaines, voire des quinzaines d'années, et ce qui permet du coup d'avoir une vision à long terme. Parce que le but d'un aménagement, c'est effectivement qu'il soit durable et qu'il permette une attractivité de territoire. Donc c'est pas à Mélan que j'apprendrai quelle est la place de l'attractivité du territoire, et notamment pas à la vice-présidente qui est à mes côtés. Mais l'idée de ces polarités-là, c'est vraiment d'être dans une dynamique et d'être dans un aménagement du futur réussi. Diapo suivante. Donc, en fait, il y a un travail qui a été fait avec les différentes communes qui ont été citées. Et donc, ce travail a permis de réunir des élus, des adjoints, à la salle, dans une des salles communales de Giers, où nous avions été reçus avec le président de la métropole et les vice-présidents. Et ça a permis déjà de voir un certain nombre d'ambitions partagées. Et ces ambitions ont permis de déterminer et de voter en décembre dernier au Conseil métropolitain une délibération cadre qui lance cette polarité nord-est auquel il va falloir trouver un nom. Mais tant qu'on n'a pas trouvé un nom, on va continuer à l'appeler la polarité nord-est. Donc, on vous propose de passer en revue toutes les thématiques qui ont été identifiées déjà pour les élus. L'idée, c'est que les communes, et sur cet espace, les communes agissent dans le même sens, c'est que la métropole accompagne l'ensemble des communes pour aménager de manière cohérente l'ensemble du territoire, cette partie-là du territoire qui est cruciale à bien des aspects, et nous allons passer maintenant en revue ces différents aspects. Le premier, ce serait l'aspect économique. Donc, voilà. Alors, sur l'économie, mais peut-être que Mélina sera peut-être meilleure que moi sur le sujet. Moi, je voulais simplement revenir sur la diapo de tout à l'heure, puisque le postulat de départ, c'était la conception de la ville-parc. Vous pouvez voir que, et ça, c'est ressorti de manière très forte dans le séminaire où tous les maires étaient présents d'ailleurs. C'était très agréable, puisque on avait aussi la vision des maires et des élus. Et effectivement, cette ville-parc qui arrive et qui fait les boucles, qui partirait du parc Paul Mistral et qui irait jusqu'aux portes du Grésivaudan, a été vraiment le moteur de cette dynamique sur la polarité. Et quand on a regardé évidemment tous les atouts, on s'est retrouvé face à des enjeux effectivement donc environnementaux, des enjeux d'habitat, des enjeux d'emploi, des enjeux d'université, d'excellence, et c'est en ça après qu'on a essayé de décliner un espèce de plan guide qui sera entre guillemets notre moteur
tout au long du mandat, mais pas que. Donc là, sur les pôles économiques stratégiques à conforter, je vais laisser quelques mots peut-être à Mélina Héranger, qui suit ça de manière beaucoup plus proche que moi, en lien avec les autres collègues vice-présidents, et notamment Guy Julien. Oui, pas beaucoup à ajouter, si ce n'est que ce qui nous semble important sur cette polarité, et ce qui a fait la force aussi de notre territoire et plus largement au niveau de la technopole InnoValley, c'est d'avoir effectivement des liens directs avec le domaine universitaire, la recherche, l'industrie et les collectivités. Ici, ce qui va compter pour nous, c'est de faire en sorte que ces entreprises qui sont déjà structurées avec InnoValley dans le cadre de l'association puissent retrouver l'ensemble de ces liens et comment les rendre géographiquement et par l'aménagement possible, et avec effectivement une circulation, que ce soit les mobilités ou encore favoriser plus de dialogue en donnant réellement une identité à cette polarité, identité qui est au cœur de son histoire. Très bien, il y a aussi l'aspect, comme vous le voyez, qui nous concerne moins, qui est le campus santé, qui finit le triangle, cette sorte de triangle d'or, qui est entre le CHU, premier pôle traumatique de France, et le campus santé, InnoValley où les entreprises s'installent, et l'université, effectivement, où sont formées un certain nombre de personnes. Sur l'aspect économique, j'attire aussi votre attention sur au milieu de la boucle de la Tailla, vous voyez cette ferme métropolitaine. Donc ça, c'est une dimension économique aussi importante, l'agriculture urbaine, qui peut faire vivre un certain nombre de personnes et apporter la résilience alimentaire de la métropole. Donc la diapo suivante. La diapo suivante, c'est l'enjeu de production de logements abordables. Très clairement, ce qui est visé, c'est les classes moyennes, voire même populaires. Donc, je laisserai Monsieur le maire développer l'enjeu sur Mélan, que vous connaissez bien, de produire du logement. Je m'arrêterai juste sur deux autres communes qui sont aussi dans cette démarche-là sur un certain nombre de sujets. La Tronche, avec notamment le projet Cadran Solaire, qui lui est déjà parti, mais qui fera partie intégrante de la polarité nord-est. Et puis, les deux gros sujets qu'on a sur la ville de Saint-Martin-d'Air et les mutations urbaines qu'ils pourront avoir, sur la ZAC dite d'Odé, je crois, et sur la requalification de Gabriel Péry. Donc, il y a tout un cours, et là, il y a une étude qui est lancée, puisque les élus souhaitent effectivement travailler finement la requalification de tout Gabriel Péry qui fait évidemment la jonction avec Grenoble, mais pas que. Donc voilà pour les enjeux de la Tronche et sur Saint-Martin-d'Air. Sur GR, c'est un peu, ça a l'air d'être bien maîtrisé. Sur Grenoble, sur cette partie-là et de la polarité nord-est, il n'y a pas énormément d'enjeux de logement. C'est surtout sur la Tronche, sur Saint-Martin-d'Air et sur Mélan. Et là, je laisse évidemment le maire en parler, parce qu'il connaît mieux que moi le sujet. Oui, en fait, comme vous le savez tous, on en a déjà parlé avec PLM et puis aussi bientôt l'écoquartier de la Serve dont on a parlé dans une réunion publique il y a 2 semaines. Il y a pas mal de projets de logement qui sont faits en essayant de construire la ville-parc. Et un des enjeux, justement, c'est de les intégrer pleinement dans cette polarité, à la fois pour les emplois, pour permettre aux personnes d'habiter, celles qui ont des emplois sur cette polarité. Je vous rappelle que c'est 20% des emplois de la métropole qui sont ici, soit au CHU, premier employeur de la... Donc, et de nombreuses classes moyennes travaillent au CHU, on en avait parlé, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Et bien souvent, ils ont du mal à trouver à se loger. C'est une des ambitions. Les étudiants, l'habitat des étudiants, on vient de parler de l'université. Et puis aussi, effectivement, bien se connecter au grand parc urbain sur lequel nous reviendrons plus tard, pour que les habitants de notre ville puissent avoir accès à des espaces verts et à la ville-parc. Un des enjeux suivants, c'est l'entrée mélanaise. Donc, voilà. Sur les portes d'accès, en fait, pour aller vite, il y a vraiment une articulation avec Grenoble, puisque l'idée est vraiment de partir du parc Paul Mistral et d'aller sur la jonction, évidemment, avec Mélan. On a beaucoup travaillé, et ce qui est ressorti dans le séminaire aussi, c'était les liaisons via les berges, les liaisons
quelle qu'elle soit, de partout. Il faut qu'on puisse relier. Ça, c'est important. C'est ce qui fait polarité, faire sens en faisant polarité. Et enfin, le lien que vous avez de fait, mais que la métropole doit peut-être accentuer avec le Grésivaudan. Et là, pour le coup, vous êtes un peu la clé de voûte en tant que ville mélanaise, avec à la fois, évidemment, votre bassin de vie sur le côté métropolitain, mais aussi avec des connexions très fortes avec le Grésivaudan, et ce qui nous permet après, du coup, derrière, d'enchaîner sur le lien fort et important sur les mobilités, qui a été longuement souligné par tous les maires, mais plus de manière probante et très forte par Philippe Cardin. Donc je vais lui laisser peut-être dire quelques mots. Oui, donc un des enjeux forts en termes de mobilité de cette polarité, c'est effectivement l'amélioration de la ligne de bus C1 et aussi son articulation avec la ligne de bus T80, celle qui suit la route nationale et qui nous connecte effectivement au Grésivaudan. Vous voyez qu'il y a 54 000 déplacements journaliers qui se font entre Grésivaudan et la polarité nord-est, et 20 000 déplacements qui traversent cette zone, donc nous devons les gérer. Un autre enjeu, c'est de bien connecter la technopole Innovallée au pôle RER, futur RER, le pôle de Gières. Et pour cela, avec le maire de Gières, Pierre Véry, nous militons pour qu'un mode doux soit mis en place entre la technopole Innovallée et Gières, avec une passerelle en plus du côté de la Tailla, qui permettrait aux travailleurs de rejoindre cette gare rapidement. La diapo suivante, on va parler du parc naturel urbain Interrives, c'est comme ça qu'il est appelé. Moi, j'ai tendance à l'appeler le parc des boucles de l'Isère. Monsieur le vice-président l'a déjà un peu décrit. On a une continuité écologique extraordinaire ici. Plus de 500 hectares qui sont là, qui partent effectivement du parc Mistral, et il y a une connexion qui est un lien particulier puisque cet espace a été préservé du fait du risque d'inondation. Et aujourd'hui, nous transformons ce risque qui a été pour les maires précédents une difficulté, on le transforme en chance, puisque ces espaces-là sont restés très végétalisés. Et c'est aujourd'hui à nous de mettre en valeur tous ces espaces, et en particulier sur ce parc urbain qui est attendu. Le grand parc urbain de la métropole, 500 hectares, c'est vraiment un espace. Les habitants de la métropole avaient coutume de dire nous allons prendre l'air à la montagne. Eh bien, c'est possible aussi de prendre l'air dans la vallée, et c'est tout l'enjeu pour permettre à tous d'avoir accès à ce parc. Donc, il y a différentes fonctions, Monsieur le Vice-président. Il y a différentes fonctions, mais voilà, globalement, enfin, ce que vous devez comprendre, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails, puisque vous connaissez bien le territoire, c'est le projet qui a fédéré tout de suite, et ça, on l'a vu dans tous les temps de travail qu'on a pu avoir, à la fois avec les communes concernées, mais également dans le séminaire, c'est cette idée de faire un parc, de faire un corridor écologique et un symbole environnemental très fort. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de boucles qui ont été mises en valeur par les différents lors des différents temps d'échange. Boucle ville-parc, patrimoine, boucle de respiration, boucle de résilience. Donc c'est tout des choses qu'on va devoir creuser évidemment dans les aménagements à venir. Mais c'est ce qui fait, entre guillemets, la base de la polarité nord-est et ce qui fera, à mon avis, son plus grand atout et son plus grand dynamisme et sa plus grande attractivité. Voilà, il y a déjà dans ce parc un parc métropolitain qui s'appelle le parc de l'Île d'Amour, qui est très apprécié. Ceux qui ont pu s'y rendre le week-end ont pu voir de quelle manière les habitants se sont appropriés. Voilà, il y a toute l'université qui est aussi très nature, et qui pourrait être mise en valeur. Il y a aussi effectivement, comme on l'a dit, l'aspect nourricier et agricole. Donc on reviendra sûrement sur ce grand parc, le parc de Boules de l'Isère. Donc voilà,
un élément important, ça va être dans cette polarité, le grand projet métropolitain de reconstruction d'Atanor. Ah oui, parce que c'est en partie chez vous que ça va jouer. Donc Atanor que vous connaissez bien, effectivement, l'idée c'est de connecter avec le réseau de chauffage urbain. On a la chance à Grenoble et plus largement pour tous ceux maintenant, toutes les communes maintenant qui sont reliées au réseau de chauffage urbain, d'être le deuxième réseau de chaleur de France, qui défie en termes environnemental toute concurrence et même au niveau des prix. C'est une sécurité entre guillemets par rapport au coût de l'énergie sur d'autres sujets. Le chauffage urbain reste le mode de chauffage le plus vertueux. Et Grenoble a cette historique-là, a cette chance d'avoir cette pépite. Et donc on essaye, à chaque fois que cela est possible, de consolider des dorsales et donc de relier un certain nombre d'équipements, un certain nombre de projets, un certain nombre de quartiers à ce réseau de densification de chauffage urbain, puisque c'est entre guillemets quelque chose que nous devons développer et qui est un atout pour la métropole grenobloise. Et donc, les investissements métropolitains vont permettre au quartier PLM, mais plus largement la Plaine Fleurie, la Revirée, les Aiguinards, les Buclos, Grand Pré, de pouvoir être reliés à ce réseau de chauffage urbain. Et puis, ça va nous permettre, comme l'a fait remarquer de nombreuses fois la première adjointe, d'avoir une qualité environnementale exemplaire autour de cette usine, puisque Atanor, on peut le qualifier d'usine, et c'est même très industriel, puisque c'est des centaines de tonnes de déchets qui vont y être triés et valorisés. Mais du coup, au milieu d'un parc urbain, c'est fondamental d'avoir une qualité environnementale majeure. Voilà, une petite diapo pour vous résumer l'ensemble des projets identifiés pour l'instant par la métropole. Je crois qu'il y en a 15. Ouais, 14 ou 15. Ouais. Oui, il y en a 15 déjà identifiés. Donc, ceux qui concernent Mélan, on va voir sur la diapositive, on va déjà parler de cela. Les autres aussi sont importants. Vous voyez qu'on n'en manque pas, puisque sur 15, visiblement, je compte 7 flèches, donc à peu près la moitié. Donc, le projet Atanor, je commence à gauche, en bas, le numéro 5, c'est Atanor, qui est un enjeu, on vient d'en parler. Ensuite, l'entrée de la ville, l'avenue de Verdun, on en a aussi parlé. Le parc des Boucles de l'Isère aussi, donc commencé à l'ouest, et un projet dont on n'a pas parlé, qui est inscrit dans la délibération cadre de cette polarité nord-est, c'est la transformation en boulevard urbain de la branche d'autoroute A41 qui finit entre la Rocade et la Caronnerie. Donc ça, c'est un élément important. Le projet de la Serve, donc l'écoquartier qui prendra naissance à la place de la fac de pharmacie à Mélan, est aussi un projet identifié. La plaine de la Tailla agricole, aussi un élément important dont on a déjà parlé. Et puis pour finir, bien sûr, l'élément qui nous fait rayonner bien plus loin que les frontières de Mélan, bien plus loin que les frontières de la métropole, bien plus loin que les frontières régionales, voire nationales, c'est notre technopôle InnoValley où de nombreuses entreprises se développent et portent l'image, pas l'image de Mélan, mais vraiment l'image de la métropole, de notre bassin de vie, de notre innovation au-delà de nos frontières. Voilà les 7 projets qui concernent Mélan. Je crois que ça va terminer. Il y a peut-être un dernier. Il y a juste un chiffre quand même sur le chauffage urbain parce qu'on les a eu récemment. On a une division par 8 des émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage. C'est le résultat du raccordement au réseau de chauffage urbain alimenté à 80% par des ENR et de récupération du campus et à l'abandon des vieilles chaudières à gaz. Un raccordement qui vient de débuter et dont les premiers éléments se font connaître avec une division par 8, ce qui est quand même pas du tout négligeable. Je pense que ça vaut le coup d'être salué aussi. Très bien. Donc, la parole est... je ne sais pas si on a déjà eu des appels, je ne sais pas si on a déjà dans le chat... Juste, monsieur le maire, simplement oui. dire, pour terminer, en fait, la polarité, pour qu'elle puisse vivre, elle est organisée avec des comités de pilotage. Il y en a environ
2 par an. Ensuite, il y a des comités techniques et des comités politiques à l'échelle plus restreinte au fur et à mesure que les projets se développent. Mais en gros, on fait des points d'étape tous les 5-6 mois où on met tous les acteurs autour de la table. Donc évidemment, les maires ou leurs représentants pour que toutes les communes soient représentées et entendues, les acteurs qui nous accompagnent, que ce soit le SMAG, l'université, le CHU, puisqu'il y a aussi des gros projets de développement autour du CHU, et puis on a évidemment l'État, Innovalet qui est présent, et on a tous les acteurs qui vont nous accompagner dans cette mutation. Greenterre, là, le maire en parlera mieux que moi, et l'agence d'urbanisme aussi qui accompagne tous les projets d'aménagement et qui aide la métropole sur un certain nombre de sujets, et notamment toutes ces réflexions. Et enfin le PFL, puisqu'évidemment un projet tel que la polarité, il doit s'inscrire sur le long terme. Et sur le long terme, pour qu'on puisse arriver à le maîtriser, à le financer, il faut que nous maîtrisions une part du foncier. Et le PFL est un établissement public qui nous permet d'avoir des visions prospectives à 7, 8, 10, voire 15 ans, quand les projets sont un peu plus longs. Et c'est ce comité, entre guillemets, partenarial qui a fait ses preuves sur Grand Alpes et que nous souhaitons essayer et voulons dupliquer pour que la polarité nord-est puisse avancer et avoir toute la dynamique qu'elle mérite. Très bien. Pour les prochaines étapes, effectivement. Donc, on a déjà parlé de cette délibération à la métropole. Aujourd'hui et au cours de cette année, nous allons engager différentes études, peut-être un plan guide. Et puis, en tout cas, c'est le bon moment de réagir. Et vous, les élus, les habitants, c'est important de réagir, de donner du corps aussi à cette ambition, cet élan que les élus ont et qui sont nécessaires pour préparer notre territoire de demain. Voilà, je pense que la parole peut maintenant être partagée à vos questions, vos réactions. On vous écoute, on vous répond. C'est très bien. Est-ce qu'il y a déjà des élus en ligne qui veulent lancer la discussion? Ou sinon, on prendra des questions. Très bien. Moi, j'ai des questions là, de Daniel Tonon, je vois en ligne, qui pose la question. En fait, il a noté, comme beaucoup d'entre nous, que des travaux, des travaux d'aménagement, on va dire ça comme ça, ou de déboisement ou d'aménagement sont en cours sur différentes parcelles de la Tailla. Ce qui paraît en parfaite contradiction avec ce qu'on vient de décrire. Et Monsieur Tonon a parfaitement raison. Ces installations sauvages sont dénoncées par la mairie. Des procès-verbaux ont été dressés. Déjà, certains jugements ont eu lieu. Et nous luttons tout ce que nous pouvons pour que, effectivement, cette zone reste à vocation agricole et à vocation naturelle, comme c'est inscrit au PLUI. Donc, ces anomalies, nous les constatons. L'adjoint à l'urbanisme, Antoine Jam, et l'adjoint qui s'occupe aussi de la police municipale, Stéphane Maire, suivent ces dossiers très précisément, ainsi que les services d'urbanisme. Et nous sommes très vigilants à faire respecter la loi, même si c'est difficile sur ces lieux. Mais nous pouvons déjà dire que, et Antoine Naillon pourrait, l'élu délégué à l'agriculture pourrait en parler mieux que moi, déjà, je crois que ces 5 maraîchers vont s'installer dans la plaine de la Tailla au cours de cet hiver pour avoir leur première saison agricole au cours de l'année qui vient. Et donc, cette installation vient renforcer la dimension agricole de la plaine de la Tailla. Pas de questions?
peut-être rappeler aussi sur le volet économique qu'aujourd'hui, cette polarité, elle recouvre 70 startups et 7 pépinières et hôtels de startups, dont le tarmac pour Mélan. C'est important de le souligner parce qu'avoir une polarité forte, c'est justement donner à voir pour ces startups et leur offrir finalement sur le territoire une véritable vitrine de leur activité. Vitrine qui sera facilitée, comme le vice-président Ludovic Bustos l'a rappelé, par des liaisons facilitées et une meilleure attractivité globalement. Il y a une question de Gabriel, c'est que tu as perdu ta voix, Gabriel? Non, mais je peux la poser oralement. Ouais, vas-y. Eh ben, moi, j'ai une question parce que c'est quelque chose qui me, travaillant sur le campus, qui peut revenir régulièrement. C'est comment les scooters, les petits véhicules à moteur ou électriques, d'ailleurs, ou les petites voitures électriques traversent l'Isère. Parce qu'aujourd'hui, soit elles vont jusqu'à Grenoble, soit elles vont à Montbonneau. Ce qui est un peu bête quand on a une toute petite voiture électrique, par exemple les petites Citroën ou les petites Renault. Oui, y compris les motocycles électriques, en fait, les scooters électriques et tout ça, là. Qui n'ont pas droit, normalement, aux pistes cyclables. Exactement. Exactement. C'est la même réglementation que pour les pistes cyclables, en plus du fait qu'il y a des problèmes, je crois, d'infrastructure par rapport aux ponts actuels qui ne supporteraient pas les différents poids. Voilà, tout à fait. Mais ils n'ont pas le droit à la rocade sud non plus. Oui, du coup, merci Gabriel, c'est une bonne question. J'évoquais tout à l'heure notre volonté avec Pierre Véry de mettre en place une passerelle de plus au niveau entre le pont de la Rocade, pour ceux qui visualisent, et le lac de la Tailla, par là en tout cas, qui relie Gières à Mélan. Là où autrefois il y avait un bac entre Mélan et Gières, quand il n'y avait pas tous ces ponts. Et cette passerelle, effectivement, c'est bien d'anticiper cet aspect-là, puisque ces modes de déplacement risquent effectivement de se développer à l'avenir. Et effectivement, passer par Grenoble n'est pas forcément la meilleure solution. Un bac, c'est pas... Je vois sur le chat une question de Robert. Cette polarité nord-est, j'imagine, crée-t-elle de nouvelles obligations ou contraintes sur les projets mélanais? En quel terme? Oui, en quel terme? Je ne sais pas si... Elle s'impose pas, je ne sais pas si ça va répondre à la question qui est posée, mais en tout cas, ça ne s'impose pas à Mélan. Mélan fait complètement partie de la construction de la polarité nord-est. Et donc, je dirais que c'est plutôt complémentaire et que ça permet aussi, c'est plutôt facilitant pour les projets mélanés, strictement mélanés, qui de toute façon sont facilement liés à des problématiques de liaison, comme on a pu le dire, ou encore de valoriser cet aspect ville-parc, puisque l'objectif de la polarité nord-est, et ça a été rappelé, on a vraiment une identité parc importante, donc végétalisation, mobilité douce. Donc on est totalement finalement dans le programme et dans les projets mélanés. Et Mélan, je le redis, est totalement partie prenante de la polarité nord-est. Très bien, donc c'est plus une intégration en fait qu'en termes de contraintes. C'est de bien intégrer nos projets en lien avec les autres communes. Et en particulier, c'est comme ça qu'est apparue la transformation de la bretelle d'autoroute A41 en boulevard urbain. L'idée, c'est que ce parc, ce grand parc des Berges, qui était autrefois l'endroit où un no man's land où les communes se tournaient le dos, d'une certaine manière, soit plutôt un endroit de rencontre. Et donc, la couture, comme disent les géographes ou les urbanistes, la couture entre la ville et les parcs soit facilitée. Antoine nous pose la question de comment associer la commune de Montbonneau.
Eh bien, c'est une bonne question, Antoine. Déjà, on ne l'a pas dit, mais pour toute la dimension agricole et mobilité, les communes de Domaine et Murianette vont être, qui sont à proximité, vont être intégrées sur ces questions-là, les questions agricoles. Et Grésivaudan fait partie du comité de pilotage. Donc, pas la commune de Montbonneau même, mais le Grésivaudan, en tant que PCI, fera partie du comité de pilotage. Et pour compléter sur la question tout à l'heure, effectivement, l'aménageur principal reste la commune, puisque c'est les projets communaux qui sont... sauf que là, c'est une agrégation des projets des communaux des 5 communes qui font que, dans sa dimension, ça nécessite d'avoir une réflexion globale, puisque les enjeux peuvent être identiques sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est important que la métropole arrive à coordonner ça, puisque la métropole, elle, a, par sa règle d'urbanisme, c'est elle qui est compétente pour élaborer des documents d'urbanisme, et c'est eux, après, qui donnent les possibilités aux communes et aux autres partenaires pour aménager. C'est la même question qu'avait Edgar Clary. Vous parlez très peu du secteur Montbonneau en tant que zone économique Innovallée. Donc, cette articulation, elle va... Je vous rappelle que l'association de la Technopole Innovallée n'est pas que mélanaise, elle est globale. Et donc, le président d'Innovallée, qui siège au comité de pilotage de la polarité, est très sensible au fait de faire valoir les intérêts de l'ensemble de la technopole. Et plus globalement, peut-être, il faut savoir rêver, et c'est tout l'objet de ces grands projets. Peut-être que ce parc se prolongera au-delà, parce que ce qui nous a amené à avoir ce lien se prolonge au-delà, vous le savez. L'Isère n'est pas inondable que dans les boucles de ce côté-là, il est bien au-delà. Et c'est pour ça aussi qu'on a dans les partenaires le SMAG, donc, notamment par rapport aux questions pour desservir Innovallée. Quand on dit Innovallée, on inclut bien Innovallée et la Technopole dans son ensemble, qui inclut Montbonneau et avec qui on maintient des liens réguliers, justement avec la Comcom du Grésivaudan, pour avoir des bonnes articulations. Je rappelle que la communauté de communes du Grésivaudan fait partie du SMAG. Très bien, il y a des questions. Gabriel, de nouveau, a toujours plein de questions. On a du mal à lire. Pourrait-on imaginer un parcours sportif distribué et cohérent sur cette polarité? Alors oui, ça rentre effectivement, le parcours sportif, c'est pareil, ça rentre vraiment dans les axes métropolitains et sur les aménagements de parcs. Donc la réponse est oui par rapport au fait d'imaginer des parcours sportifs distribués. C'est un élément d'ailleurs qui était ressorti très fort au moment des ateliers. Je vois qu'on a aussi une question sur l'attractivité et les accès. Donc, travailler les accès, on le disait tout à l'heure, la mobilité, c'est aussi une attractivité sociale, parce qu'on le voit, et je pense que c'est important de le souligner ici. On a des études métropolitaines qui nous montrent, quand on parlait du bienfait, entre guillemets, de la montagne, ça nous gagne, de voir à qui ça gagnait par rapport au bien-vivre de la population et à la qualité de vie de la population. On s'est aperçu que ça bénéficiait principalement aux cadres et que les bas revenus, finalement, n'allaient pas beaucoup en montagne et que les personnes qui étaient plutôt au SMIC n'y allaient pas. Et quand elles parlaient d'aller en montagne, elles parlaient d'aller à l'île d'Amour ou sinon encore au lac du Bois Français. Au Bois Français, merci. Donc en fait, on est dans cette idée de partager la nature, d'éduquer aussi la nature, c'est le cas avec la ferme urbaine, mais aussi d'avoir une réelle accessibilité, tant sur la mobilité que sur cette accessibilité sociale, qui est particulièrement importante. Oui, c'était une demande des Grenoblois en fait. C'est de partir du parc Mistral. Et puis de pouvoir faire du vélo, courir, se balader
en partant. Donc, ça passe par, si on peut remettre la diapositive un petit peu avant, voilà, l'une de celles-ci, voilà. C'est de pouvoir partir, et là aussi, d'ailleurs, a été réfléchi, par exemple, parce que les élus, c'est des grands rêveurs, hein, donc dans ce genre de séminaire, ils se lâchent complètement. Et donc, des gens imaginaient un pont suspendu pour permettre aux Grenoblois d'aller directement du parc Mistral jusqu'à la boucle qui s'appelle sur ce dessin, la boucle des Sablons, c'est ça? Comment elle s'appelle à La Tronche? Les Sablons, c'est crédible. Hein. La boucle des Sablons, c'est bien ça, qui est aujourd'hui une forêt non aménagée et occupée aussi par une partie des gens du voyage. Donc voilà, il y a des problèmes de ce type-là à régler aussi pour pouvoir avancer. Mais oui, un espace vert à partir de Mistral jusqu'à Taïa, voire jusqu'au bois français, comme l'a évoqué Mélina à l'instant. Daniel nous demande si le projet de boulevard urbain irait de la Rocade jusqu'au rond-point de la Coronnerie. La réponse, c'est oui, mais du coup, c'est à construire. Effectivement, l'idée, c'est que l'autoroute boucle sur la Rocade et qu'on ait un boulevard urbain. C'est vrai pour la A41, mais c'est aussi vrai pour l'avenue de Verdun ou la voie express, qui serait plus apaisée et permettrait aux piétons de traverser pour rejoindre le parc urbain. Il y a une question aussi de Marie-Odile qui demande, qui rappelle qu'il y a beaucoup de projets correspondant à de l'investissement, mobilité, espace vert naturel, mode doux, économie, mais il y a aussi quelques besoins en crédit de fonctionnement pour coordonner l'enjeu mobilité douce et sciences et culture ou sport. La métro intervient-elle dans ce domaine? Donc c'est un peu ce qu'on disait précédemment. Donc il s'agit de bien tout coordonner. Donc pour le sport, je crois qu'on a déjà répondu peut-être à travers la question de Gabriel. Pour la culture, on a l'Hexagone qui est une scène nationale métropolitaine, qui est devenue métropolitaine. Donc on a effectivement ce lien, je ne sais plus sur quelle carte on le voyait, qui a été souligné pour mettre en avant aussi l'axe culturel. Je ne sais pas s'il ressort bien là, mais en tout cas, c'est vrai que dans le séminaire, l'impact du sport, de la santé et également la thématique culture a été largement abordée, parlée et débattue par les élus. Effectivement, vous avez la chance d'avoir une scène nationale avec l'Hexagone et également l'Heure Bleue sur Saint-Martin-d'Air. Ils ont d'autres salles aussi qui sont des vrais bijoux. Et il n'y a pas que effectivement la culture dans les salles qui font, mais en tout cas, cette polarité a tous les atouts pour que culturellement, il se passe quelque chose, pour que culturellement, elle soit attractive et qu'elle entraîne du dynamique. L'idée vraiment d'une polarité, c'est d'apporter toute une dynamique de territoire et mettre en coordination tous ces sujets, tous ces projets qui fleurissent dans les communes et qui font en fait une unité et qui amènent en fait une plus-value positive dans un aménagement qui sera encore une fois fait sur du long terme, puisque une polarité, elle se fera sur peut-être 10 ou 15 ans. Il va falloir maîtriser le foncier, il va falloir accompagner l'économie, il va falloir définir des programmes d'habitat, il va falloir effectivement travailler les mobilités, travailler les liaisons, travailler les connexions. Mais c'est tous ces sujets-là qui démarrent et c'est un formidable travail que vous allez pouvoir effectivement vivre à l'intérieur de votre mandat. Et peut-être vous aussi, parce que je ne sais pas si, je crois que c'est ouvert aussi au public, donc en tant que citoyen, vous allez pouvoir aussi à différents moments agrémenter par vos idées, par vos propositions, et parce qu'il y aura tout un tas de concertations qui seront faites, évidemment, les projets ne vont pas sortir comme ça, on aura besoin que le grand public y adhère, que le grand public s'y frotte, et que le grand public nous aide à faire quelque chose qui représente évidemment le territoire et qui corresponde à la réalité. Faire un aménagement, c'est pas que de la théorie. Il faut vraiment que sur le terrain, ce soit concret et que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans le temps.
Et par rapport aux questions, on peut peut-être vous remettre la diapo avec les identités plurielles par boucle pour que vous puissiez voir effectivement les thématiques évoquées. Et donc, on retrouve ici la boucle des arts qui va effectivement jusqu'au Palais des Sports. Donc, on a vraiment l'ensemble des thématiques qui sont dans vos questions, qui ressortent ici. C'est ça. On retrouve sur ce diapo. Et c'est vrai que cet axe a moins été travaillé pour l'instant. Et on pourrait citer aussi la Maison de la Culture sur le campus, qui est un lieu important. Non, pas la Maison de la Culture. Mais Ève. Non, le lieu de création sur le. s'appelle Est. La maison de l'innovation. C'est la maison de l'innovation, non? Non, la maison de la création, peut-être. Oui. Peu importe. Il y a une scène où la Massy. On a deux scènes, en fait. On a la scène à travers Est, où effectivement, on en a même trois. Il y a l'Amphidis, où il y a des créations artistiques. On a Est, qui a été inauguré il y a à peu près 5 ans, je dirais, qui permet aussi des créations artistiques et un développement culturel au niveau du campus. Et enfin, on a la maison de la création et de l'innovation, la Massy, qui accueille, elle, tout ce qui est de l'ordre des conférences ou encore sur tous les domaines de sciences humaines et sociales. Conférences, mais aussi art. Est-ce que Monsieur AA demande, on ne parle que de l'axe nord-sud et pas de l'axe Chartreuse-Beldonne. Alors, ça dépend pour qui, en fait. Parce que là, comme vous voyez sur cette carte, vous voyez qu'on a déjà travaillé, et ça va faire plaisir à Marie-Odile, ont beaucoup été travaillés déjà les trames bleues et vertes. Vous voyez que les torrents qui descendent de la Chartreuse au nord et ceux qui descendent de Beldonne créent des trames vertes. Et on voudrait assurer une continuité de ces trames, justement, pour permettre de relier Beldonne à Chartreuse. Et c'est pas simple, parce que c'est urbanisé, mais elles sont quand même dessinées déjà, et on va essayer de les préserver et de les accentuer. Et ici, dans notre ville aussi, on voit qu'on en a une qui est très bien dessinée. Nos documents d'urbanisme doivent continuer à la protéger, voire à la développer. Et ça fait partie peut-être des contraintes dont parlait Robert tout à l'heure. Je ne sais pas si je réponds bien à cette question, mais pour moi, ça, c'est des liens, en tout cas naturels, qui existent entre les deux massifs et qui peuvent aussi être développés et préservés dans cette polarité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Robert dit quelle est l'implication de la commune de Coran dans ce projet? Quel malin ce Robert. Coran, pour l'instant, n'a pas répondu présent. Coran ne touche pas l'Isère, à vrai dire. Ce qui a uni les communes, c'est plutôt les berges de l'Isère. Bon, voilà. Mais comme je l'ai dit, si des projets s'intègrent, j'imagine que des possibilités pourront être offertes, mais voilà, je n'en sais pas plus. Oui, Edgar, on s'est battu 20 ans pour avoir une liaison Grenoble près de l'eau. Oui, et encore, elle n'est même pas finie. J'en parlais à l'instant, je pense qu'il parle de la C1, la chrono 1, qui est dessinée en noir sur cette carte. C'est le trait noir qui coupe Mélan, là. Voilà, et on voit bien un des projets d'amélioration du C1 qui est de ne plus avoir la fourche qui gêne tous les habitants de Charlès-Maupertuis, mais de construire une nouvelle voie à proximité du gymnase du Charlet, qui se trouve ici sur la carte au nord-est de Innovallée, la tache verte. On voit une sorte de coude. Ça serait cette nouvelle voie qui permettrait effectivement à la ligne C1 de pouvoir être
desservir complètement Charles-et-Maupertuis en continu. Donc ça fait partie de ce projet et d'amélioration, et ce qui devrait diminuer le nombre de voitures qui traversent Mélange chaque jour, en espérant que des personnes vont laisser leur voiture auprès de l'eau et utiliser le C1 pour rejoindre le centre-ville de Grenoble ou Inno-Vallée, tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, ceux qui sont en ligne. Oui, Edgar précise bien qu'on parle de la C1, on avait bien compris. Est-ce qu'il y a eu des appels téléphoniques? Non, il n'y a pas eu d'appel téléphonique. C'est donc très clair. Eh bien, si on a quelques minutes, si des gens ont une idée d'un nom pour cette polarité nord-est, c'est le moment de l'exprimer. Voilà, donc le concours est ouvert, parce que polarité nord-est, ça ne le fait pas. Hein, voilà. La polarité ça s'appelait Grand Sud ou Sud, la polarité Sud. Oui, c'est appelé Grande Alpe. Grande Alpe s'est tellement imposé finalement que j'en avais même oublié qu'on l'appelait la polarité Sud. Donc j'espère bien que demain, alors des noms s'affichent. Une question de Jean-Claude Defresne. Ah oui, il y a une question de Jean-Claude Defresne dans le... Merci Antoine. Ah oui. Jean-Claude Defresne demande si ces indications sont essentielles mais pas faciles à intégrer. Les plans et les orientations pourraient-elles donner lieu à des expos à la mairie et recueillir les questions plus tranquillement? Eh bien, bien sûr. On peut essayer d'y réfléchir. Une très bonne idée. J'avais raté ce commentaire. Effectivement, quand la mairie, si on peut, lors du prochain conseil municipal, je sais qu'une grande fresque avait été dessinée pour montrer le parc urbain, justement, lors du séminaire. Donc, je ne sais pas si on peut la retrouver à la métropole, mais si c'était le cas, on pourrait, en tout cas, l'afficher dans la salle du conseil municipal pour le prochain conseil. On va essayer d'y réfléchir, voir si on la retrouve et si on peut l'afficher. Rien que déjà, le plan est un élément important. Après, il y a des cartes, je ne sais pas si vous les avez déjà mis en ligne sur votre site internet, mais c'est des cartes qui ont déjà été partagées dans les comités de pilotage. C'est nos axes de travail et de réflexion. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'elles peuvent être diffusées, elles peuvent être exploitées, effectivement aussi par le grand public pour qu'ils puissent déjà se les approprier. Et puis après, je pense, dans toutes les modalités que vous avez à la mairie pour faire vos remarques et vos observations. Est-ce que je crois qu'il y a une question aussi sur l'estimation? L'estimation des investissements? Oui, je vois qu'il y a avant nous une approche financière. Eh bien, elle n'a pas été consolidée à ce stade. Si je suis joueur, Grande Alpe, c'est 40 millions. Et si j'écoute tous les maires, il faut au moins que ce soit aussi bon que Grande Alpe. Donc voilà, ça fait, vous avez peu ou prou sur 10 ou 15 ans, vous avez à peu près l'investissement que ça peut représenter. J'exagère un peu, mais en gros, quand même, on est sur un sujet qui est important d'attractivité, de dynamisme de territoire. Et effectivement, vu des enjeux et de tous les projets que vous avez vus à Connex qui sont en train de se mettre en place, on sera probablement sur ces montants-là. Ce qui veut dire qu'il y aura, ce sera vraiment un bel investissement fait par la métropole sur cette décennie à venir et peut-être même un peu plus long parce que Grande Alpe, c'est quoi? Ça fait 10-15 ans quand même que c'est lancé et que ça va avec les maîtrises du foncier, ça va se faire en plusieurs étapes, mais c'est des longs processus de changement, mais qui sont nécessaires pour garder une attractivité de territoire et un dynamisme. Oui, on est vraiment sur des temps longs. La polarité nord-ouest qui s'appelle la presqu'île et le projet Giant, plus personne ne la connaît sous le nom polarité nord-ouest. Voilà, elle a démarré vers les années 2010, un petit peu avant 2010.
et elle est prévue à se terminer en 2042. Donc, vous voyez, on est sur 30 ans. Grande Alpes démarre. Voilà, a déjà été travaillé une dizaine d'années. Nous, effectivement, peut-être que la première étape, ça va être d'avoir un grand plan guide qui fixe un peu les choses et qui donne des grandes orientations. Voilà, et qui met en particulier la place de ce parc et au centre du système. Et il faut que ce soit réfléchi là. Bien que les élus soient excellents, en particulier les élus qui ont réfléchi à la question, c'est important de se faire aider par des grands urbanistes, des paysagistes, des architectes qui pourront aussi donner leur patte à ce projet. Après, j'ai vu qu'il y avait une question de Jean-Baptiste Caillé, effectivement, qui dit « Le projet de polarité aura-t-il vocation à être doté financièrement pour abonder les projets en son sein, étant d'intérêt de polarité ?» Oui, c'est une bonne remarque et c'est le but, en fait. Hein. Il faut qu'on travaille comme ça pour effectivement permettre ces leviers-là. On va avoir plusieurs outils qu'on va devoir mettre en place, mettre en synergie pour pouvoir définir ce qu'on appelle l'intérêt de polarité et permettre évidemment d'accompagner au mieux les projets par du financement concret. Très bien. Il est 20h29. Il nous reste quelques secondes pour conclure cette heure citoyenne. Donc, merci à tous ceux qui ont interagi. C'est important de s'approprier ces différents sujets. Ça a été voté au Conseil métropolitain. Il nous paraissait important que les habitants, les élus puissent se l'approprier. Voilà, le prochain rendez-vous, ce sera le 12 avril. C'est un mardi. Attention, en fait, nous avons choisi le mardi 12 avril, puisque les élections présidentielles sont le 10 avril et que les élus sont mobilisés, tous les élus sont mobilisés toute la journée pour tenir les bureaux de vote. Donc, on avait pensé qu'ils avaient le droit à une petite soirée de repos le lundi 11 avril. Et donc, le conseil municipal sera le mardi 12 avril. Et donc, la prochaine heure citoyenne devrait être le 12 avril à 19h30, toujours à la même heure. Et nous avons prévu de discuter la politique d'éducation à l'environnement. Et ça sera le prochain sujet, donc, où on a beaucoup à dire et beaucoup de projets en cours dans la commune. Nous allons donc terminer et remercier le vice-président Bustos, Ludovic Bustos, pour sa présence ici à Mélan. Merci d'avoir fait le chemin. Merci de nous avoir donné des lumières sur ce projet. Et donc, on aura sûrement l'occasion de revoir Ludovic Bustos quand on parlera d'urbanisme, puisque c'est un sujet important à Mélan. Merci pour l'invitation, en tout cas, monsieur le maire. Merci pour l'initiative, parce qu'encore une fois, je la salue, c'est très bien. Et puis, je reste, moi, à disposition, évidemment, du conseil municipal, de l'ensemble du conseil municipal, s'il y a des sujets, évidemment, liés à la polarité, ou voire même des sujets un peu liés à Mélan et qui sont sur mes domaines de compétences, c'est-à-dire foncier et urbanisme. Donc, bon conseil municipal à vous tous, et puis, écoutez, à très bientôt, peut-être. Très bien. Est-ce que les gens peuvent rester sur la même chaîne Oui, donc vous n'avez pas besoin de vous déconnecter. On va pouvoir commencer le conseil municipal sur la même chaîne. Donc, merci Ludo. Bon courage, monsieur le maire. À bientôt. À très bientôt.